Bienvenue à ce cours. Je m'appelle Maurice Charbit, je suis professeur à l'École nationale supérieure des télécoms de Paris. Le cours que je vais vous présenter s'intitule « Traitement du signal ». Je l'ai traduit par « Digital Signal Processing » en anglais. On verra en effet dans la suite de ce cours que la plupart des traitements aujourd'hui se font sur des signaux de façon numérique. Il faut entendre par numérique que les signaux sur lesquels on travaille sont à temps discret. Le premier cours s'intitule « Théorie du signal et traitement du signal ». Il comporte les 3 points suivants. Le premier point est tout simplement de l'observation de signal. Le but de ce premier point est de montrer la diversité des signaux que l'on est amené à rencontrer en pratique. Par diversité, il faut entendre la diversité de la nature des signaux. Vous verrez, comme vous le verrez, il y a des signaux qui sont, dans la nature physique, sont radioélectriques, dont la nature physique sont acoustiques. Il y a des signaux qu'on continuera d'ailleurs à appeler signal et qui ce sont la simple énumération de données climatologiques, de données économiques ou financières, de données géophysiques. Et donc on verra que la diversité des signaux auxquels on est confronté nous oblige, nous conduisent dans les applications à une grande diversité de traitements. Et donc le deuxième point s'appelle tout simplement traitement du signal. Et le but est de montrer justement la diversité des traitements auxquels on est confronté lorsqu'on est un traiteur de signal. Le troisième point enfin nous donnera, à la suite de la diversité des traitements que l'on va rencontrer en pratique, la diversité des outils mathématiques dont on a besoin pour traiter les signaux. Et ce troisième point s'appelle théorie du signal. Alors le premier point, je le rappelle, s'appelle observation de signaux. Alors, je le dis, je le répète, nous sommes en traitement du signal, mais ce qu'il faut entendre par signal, c'est une multitude de signaux de nature très, très différents. Alors, par exemple, ici, on va commencer par quelques exemples pour montrer effectivement que les signaux auxquels on est confronté sont des signaux acoustiques, électriques et d'autres signaux très différents. Le premier signal que l'on voit ici, c'est le signal produit par un piano. Sa durée est d'environ 200 millisecondes. On voit nettement ici le début du signal, c'est l'attaque de la note de piano, et ensuite un son, ou plutôt un signal, qui se propage pendant environ 150 millisecondes et qui correspond à des allers-retours à ce qui semble être une fréquence bien particulière. Effectivement, le signal que l'on vient de voir, c'est la note Do, dite numéro 3, qui correspond à la fréquence de 264 Hz et qui a été jouée sur un piano. Comme on l'a souligné, la courbe que l'on vient de voir fait effectivement penser à une somme de sinusoïdes. Cela n'est pas fait pour nous surprendre, un piano est constitué de cordes. Alors les cordes, vous savez, effectivement, ce sont des câbles qui sont tendus sur l'armature du piano et qui sont soumis à des chocs. Chaque corde, sous le choc du marteau, produit une vibration dont la fréquence dépend de sa longueur. Alors je vous le rappelle, en fait, qu'il faut d'abord entendre par fréquence ces fréquences fondamentales, et d'autre part, je vous le rappelle que lorsqu'on modélise un système acoustique comme une corde par une approximation linéaire, on montre que les seuls modes qui peuvent se propager, les seuls signaux qui peuvent effectivement se manifester, ce sont des sinusoïdes qui possèdent la particularité d'être tous de fréquences multiples d'une fréquence dite fondamentale. En l'occurrence, pour la note qui a été jouée, la fréquence fondamentale était précisément de 264 Hz. On sait en effet qu'une corde de piano, quand elle est très longue, va produire un son très grave. Au contraire, quand elle est très courte, elle va produire un son très aigu. Observons à présent le signal suivant. C'est un signal de parole. Il est déjà beaucoup plus compliqué que le signal précédent. On constate toutefois qu'il y a en gros 2 parties. Ce signal dure environ 250 millisecondes. Il y a une première partie ici qui, malgré tout, fait largement penser au signal que l'on a vu précédemment et qui correspondait à la vibration d'une corde de piano.
La deuxième partie, par contre, semble beaucoup plus complexe. Intéressons-nous à la première partie, d'accord? La première partie, comme je l'ai souligné, fait effectivement penser à ce qui a été vu pour la note de piano. Donc, la première partie du phénomène fait penser à une somme de sinusoïdes. C'est cette partie-là qui a été soulignée ici, et on voit effectivement un début qui correspond à une certaine attaque, d'accord, du son, et ensuite, pendant une durée de quelques dizaines de millisecondes, on voit se produire une oscillation qui semble être à une fréquence effectivement un peu comme la vibration tout à l'heure de la corde d'un piano. Alors pour quelle raison? Ben là, le phénomène est bien connu. L'appareil de production de la parole comporte des cordes dites vocales qui vibrent lors de la traversée de l'air. On dit qu'un tel son est voisé. Alors pour bien comprendre, en fait, effectivement, les cordes vocales se comportent un petit peu à l'analogue d'une corde de piano. Quand l'air passe à travers le conduit vocal, il fait vibrer les cordes. Et si la corde est très petite, très courte, la fréquence va être très élevée. Au contraire, si la corde vocale est très longue, le son va être beaucoup plus grave. Typiquement, un enfant qui a un gosier très petit va avoir des cordes vocales très courtes et la fréquence fondamentale qu'il va produire va être aux alentours de 400 Hz. D'un autre côté, une femme qui a des cordes vocales déjà un peu plus longues va produire un son dont la fréquence fondamentale va être aux alentours de 200 Hz. Enfin, un homme qui a des cordes vocales en règle générale un peu plus grandes va produire un son encore plus grave, d'accord, dont la fréquence fondamentale de vibration de ces cordes va être aux alentours d'une centaine de Hertz. Comme je l'ai dit, la seconde partie du signal paraît, elle, par contre, beaucoup plus complexe. On a du mal à imaginer que la partie ici qui est soulignée en blanc puisse être modélisée comme un simple mélange de sinusoïdes. Le son auquel on a affaire est extrêmement compliqué. Le signal que l'on observe fait penser à du bruit et correspond en général à l'obstruction du conduit vocal avec la langue, avec les lèvres. Le signal que nous avons vu d'ailleurs correspondait à la phrase des gens. Au début de la phrase des gens, c'était des j. Le D, effectivement, était un son très voisé, dans lequel les cordes vocales participaient beaucoup à la production du son et vibraient, D. Et au contraire, la fin de ce morceau de signal correspondait au début de Jean, J, qui correspond effectivement à l'obstruction du conduit vocal avec la langue contre le palais, et produisait un son qui ressemblait donc davantage à du bruit. Le signal que l'on observe ici paraît lui alors ne même pas provenir d'un signal réellement pris sur un phénomène physique, observé. Il fait simplement penser à du bruit. Et pourtant, ce signal d'une durée d'environ 25 secondes est un électroencéphalogramme. Alors l'électroencéphalogramme, en abrégé EEG, correspond à l'activité électrique du cerveau mesurée à travers le scalp. Alors ce signal, malgré sa complexité et malgré le fait qu'il ressemble alors davantage à un bruit qu'à un signal très cohérent, comporte des éléments qui intéressent le praticien, l'expert, ici en l'occurrence le médecin, qui observe effectivement ces électroencéphalogrammes. Et pour lui, la présence d'ondes en fuseau, qui sont désignées dans la littérature sous le terme de spindles, d'une durée en moyenne de 1 à 2 secondes, qui vibrent à la fréquence d'une dizaine à une quinzaine de Hertz, sont caractéristiques d'un comportement cérébral, éventuellement d'une pathologie. Et ce que va demander l'expert, en l'occurrence ici le praticien, le médecin, au traiteur de signal, c'est de lui fournir des algorithmes, un moyen automatique d'analyser, de détecter à travers un ensemble d'enregistrements de plusieurs heures d'électroencéphalogrammes, de détecter la présence de ces spindles. Donc voilà un problème qui est posé et qui montre effectivement ici la difficulté du problème, puisqu'on voit que le signal que, dans un premier temps, nous avons vu, était davantage un bruit qu'une véritable vibration cohérente, comme on l'avait effectivement pour la note de piano. Le signal qui est ici, en fait, je ne devrais pas l'appeler signal, ce sont simplement des nombres. En fait, on a relevé depuis assez longtemps, depuis environ 1750,
de façon mensuelle au début et aujourd'hui de façon quotidienne le nombre de taches qui apparaissent sur le Soleil. Alors ces taches proviennent, le champ magnétique et les mouvements du plasma causent des taches à la surface du Soleil. Et le phénomène que nous avons observé précédemment sur le transparent, que je vous remontre ici, présente, si on l'observe bien, il y a une oscillation. Ce sont des nombres, n'oubliez pas, là il n'y a pas effectivement de signal continu électrique, ce sont des valeurs observées, ça monte jusqu'à 100, ça redescend, ça remonte aux alentours de 150, ça redescend, etc. Et on observe une sorte de quasi-période dans ce phénomène, et cette quasi-période a une durée approximative qui est évaluée à 11 ans. Donc ce signal semble donc présenter une période d'environ 11 ans. Et aujourd'hui, ce phénomène reste encore totalement inexpliqué. Donc nous avons vu, pour illustrer la variété et la diversité des signaux auxquels on est confronté quand on fait du traitement du signal, de la parole, de la musique. Ce sont des phénomènes de nature acoustique, c'est-à-dire que la propagation d'un son, d'une vibration, en l'occurrence la vibration de l'air, à travers l'espace. Mais il existe d'autres signaux qui ont aussi présentent la propagation acoustique d'un phénomène. Par exemple, les signaux de propagation des sons, par exemple, à travers le milieu sous-marin. Alors on comprend que ces signaux intéressent particulièrement les gens qui font du traitement du signal sous-marin, qui font des communications sous-marines, où effectivement le seul moyen parfois de faire propager un signal et donc de communiquer, comme on le verra ultérieurement, c'est effectivement d'utiliser la propagation de type acoustique qui va se propager à travers le milieu sous-marin. Dans le même domaine de la propagation de type acoustique, il y a ce qu'on appelle les signaux géophysiques. Un exemple simple est les signaux dont l'origine sont les séismes. Le signal se propage à travers la croûte terrestre, il arrive jusqu'à des enregistreurs, et le signal enregistré doit nous permettre, dans un premier temps, une chose simple, par exemple, c'est de situer l'épicentre du phénomène. Mais évidemment, on demande en général davantage. On peut peut-être, à partir d'enregistrements au cours du temps, de façon continue, éventuellement, plus tard, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas encore le faire, prévoir le déclenchement d'un séisme et éviter des catastrophes, comme il peut s'en passer dans ces cas-là. Vous savez aussi que la propagation du son sert largement dans le domaine de la médecine, puisqu'ils permettent effectivement de faire ce qu'on appelle de l'imagerie ultrasonore. Là encore, c'est la propagation d'un son à travers les tissus qui va permettre de reconstruire une image. Et vous savez que ce type de situation est largement utilisé en obstétrique, puisqu'elle permet effectivement de regarder, de visualiser le fœtus dans le ventre de la mère, sans avoir évidemment à faire d'actes invasifs sur, effectivement, le bébé. Parmi les ondes qui se propagent, évidemment, il y a les ondes radioélectriques. Ces ondes radioélectriques, vous en connaissez tous l'utilisation largement dans le public aujourd'hui, puisque en fait, la radiodiffusion, la téléphonie mobile, utilise pour transporter l'information ce type de signal. Mais évidemment, vous le savez aussi, ces signaux de radio électriques sont utilisés dans le domaine du radar pour faire de la télédétection, du contrôle de vitesse, du contrôle de distance. Ils sont aussi utilisés dans un certain nombre de matériels en médecine, de manière, là encore, à faire de l'imagerie grâce à la propagation du champ électromagnétique et la récupération, par exemple, dans un scanner de ces signaux, vont permettre là aussi de reconstruire en 3D une image de l'intérieur du corps humain sans avoir évidemment à ouvrir le corps pour effectuer cette visualisation. Là, je vais prendre une série qui n'a même alors rien à voir avec les séries précédentes. Ce sont des séries souvent de nombres et qui intéressent largement le public aujourd'hui économique et financier, puisqu'ils décrivent en fait, ces séries économiques et financières, des phénomènes. Alors qu'est-ce qu'on demande au traiteur du signal? Tout simplement un outil pour minimiser le risque lors d'une opération, pour maximiser les gains lors d'une opération. Et donc effectivement, ces séries qui comportent des nombres, ces nombres traduisent par exemple des résultats économiques, le suivi de certaines actions boursières, ces nombres-là vont pouvoir être utilisés éventuellement, donc je le dis bien, pour gagner plus d'argent ou minimiser en tout cas le risque d'en perdre beaucoup. D'autres séries sont aussi des séries de nombres
et nous continuerons à appeler cela aussi des signaux, et ce sont les séries climatiques. Alors vous savez que les séries climatiques aujourd'hui sont d'actualité, puisque on s'intéresse depuis quelques années à ce que l'on appelle le réchauffement de la planète, et pour pouvoir effectivement annoncer, prévoir la température de la planète dans 10, 15, 20 ans, voire un siècle, on dispose d'un très grand nombre de données, de température, de pression, et un certain nombre de facteurs qui ont été mesurés en différents endroits de la Terre, et à partir de ces données qui sont excessivement nombreuses et qui demandent de très gros ordinateurs pour les traiter, ces données-là climatiques vont permettre éventuellement, d'abord de prévoir tout simplement le temps de demain, le temps d'après-demain, et éventuellement, peut-être, d'autres types de phénomènes et d'évolutions qu'il sera bon de prévenir et éventuellement de faire en sorte que, si c'est catastrophique, ils ne se produisent pas. Il y a d'autres séries, des signaux là aussi, qui sont très différents des signaux acoustiques et des signaux radioélectriques, et qui sont tout simplement ce que l'on observe en astronomie. Un problème très simple, par exemple, on observe un signal lumineux, il est vu de très loin, il correspond effectivement à un point lumineux dans le ciel, et la question qui est posée au traiteur de signal par l'expert, c'est est-ce que le point lumineux que l'on voit est constitué d'une étoile ou de deux étoiles? Et si c'est deux étoiles, c'est-à-dire si c'est une étoile double, eh bien à quelle vitesse ces deux étoiles tournent l'une par rapport à l'autre? Donc voilà effectivement une très grande diversité de signaux. Évidemment, la liste que j'ai donnée là n'est pas exhaustive, elle ne prétend pas effectivement présenter l'ensemble de tous les signaux auxquels on peut être confronté quand on fait du traitement des signaux, mais elle a montré en tout cas que la nature physique de ces phénomènes était très différente. Je vous rappelle qu'on a vu des phénomènes radioélectriques, des phénomènes acoustiques, des phénomènes de séries financières, de séries climatiques, de séries astronomiques. Alors évidemment, on se doute bien que dans un tel contexte, où il y a une telle variété de signaux possibles, eh bien, on puisse s'attendre à une très grande variété de traitements possibles. Alors, qu'entend-on par traitement du signal? Ben, la première chose, c'est une chose très simple, c'est analyser. Alors, analyser, ça veut dire quoi? Ben, c'est extraire l'information utile d'un signal. Un exemple est donné ci-dessous. Segmenter l'ensemble des données en zones d'intérêt, puis indexer ces zones en fonction de leur contenu. Ça signifie quoi? Ben, prenons l'exemple tout à l'heure de la parole. J'ai dit que dans le signal de parole, il y avait essentiellement deux types de signaux. Les signaux voisés, qui correspondaient plus ou moins à l'excitation des cordes vocales, qui produisaient un son qui ressemblait à un signal, disons, produit par une corde de piano. Et d'autre part, il y avait des sons beaucoup plus ressemblant à un bruit, et que nous avons dit non voisés. Et par exemple, la tâche du traiteur de signal, ça sera d'analyser un ensemble d'enregistrements de paroles et de segmenter cet enregistrement en zones voisées et en zones non voisées. Et donc cette segmentation automatique, une fois qu'elle sera finie, ben, il faudra peut-être l'indexer et dire qu'à certains endroits de la zone voisée, ben, ce qui a été prononcé c'est un A, à certains autres endroits de la zone voisée c'est un O, puis à d'autres endroits de la zone voisée c'est un I. Et puis pour les zones non voisées, pareil, on pourra envisager que l'on dise, effectivement, à tel endroit de la zone non voisée, il y a un ch ou un autre ton de type non voisé. Le deuxième type de traitement qui est indiqué ici, c'est ce qu'on appelle la compression. Alors la compression, c'est quoi? Ben d'abord, avant même de lire le transparent qui est devant nous, on connaît tous ce problème aujourd'hui grâce à la musique, et vous savez tous qu'il existe aujourd'hui des formats d'enregistrement qui permettent de réduire la capacité d'enregistrement d'une musique dans un rapport 10 sans trop affecter la qualité de l'enregistrement que l'on avait au départ. Alors vous voyez que c'est le premier item effectivement de ce qui est indiqué en dessous. Compresser, donc, c'est réduire, premièrement, ben, la quantité de mémoire nécessaire à son stockage. C'est donc ce que je viens d'indiquer et que vous connaissez tous à travers un certain nombre de formats d'enregistrement sonore aujourd'hui qui permettent d'avoir de très grand nombre de morceaux sur de petites capacités mémoire. Mais évidemment, ce problème de la compression se pose de la même manière dans le problème de la transmission. Puisque dans la transmission, ben, qu'est-ce qu'on cherche à faire? C'est réduire le débit nécessaire à sa transmission sur un canal. Alors évidemment, il y a comme autre type de traitement du signal, la protection. Protéger, c'est quoi? C'est introduire des éléments qui rendent le contenu d'information moins vulnérable. Moins vulnérable à quoi? Ben, tout d'abord au bruit. C'est-à-dire que de façon générale, dans une transmission, il y a un bruit. Ce bruit peut provenir de sources radioélectriques,
Elle peut provenir aussi des équipements que vous avez, vous, pour recevoir ces signaux. Par exemple, votre récepteur de radiodiffusion, votre récepteur de télévision. Le bruit aussi peut, le contenu moins vulnérable, évidemment, j'ai dit au bruit, mais aussi aux intrus. Un intrus, c'est quoi? C'est quelqu'un qui veut essayer de saisir, de capturer, de prendre le message que vous avez transmis. Et donc, il faut savoir se protéger contre ce type d'intrusion. Il faut aussi se protéger contre les actions malveillantes. Qu'est-ce qu'une action malveillante? C'est différent de l'intrus. L'intrus, il cherche à vous prendre votre information. Là, l'action malveillante, c'est vous empêcher de transmettre. C'est-à-dire faire en sorte de vous brouiller, de vous gêner dans la transmission que vous avez de votre message. Donc là aussi, ça c'est une tâche, effectivement, qu'on peut classer dans les grandes tâches de traitement du signal. Évidemment, souvent, quand on a fini de transmettre, il faut synthétiser. Alors synthétiser, c'est quoi? C'est produire, reproduire un signal avec éventuellement des modifications. Un exemple simple de production, effectivement, avec des modifications, c'est de réduire le bruit. Vous recevez un signal bruité, la première idée qui vient à l'esprit, c'est déjà le modifier pour supprimer le bruit qui aurait pu s'additionner, être introduit à l'intérieur, effectivement, de la transmission. Mais c'est aussi suppression d'éléments indésirables. C'est-à-dire, effectivement, il peut y avoir dans le signal un certain nombre de choses que l'on ne souhaite pas visualiser, que l'on ne souhaite pas reproduire, et qu'il faudra donc supprimer. Il peut y avoir des choses d'une autre nature aussi. C'est modifier, non plus en supprimant ce qui gêne, mais en changeant un petit peu la forme du contenu du signal. Un exemple, il y a un cas très parlant, qui est ce qu'on appelle le text-to-speech, en anglais TTS, qui veut dire en fait traduire un texte écrit, donc texte, en parole. Alors je prends effectivement ici, je sélectionne cet élément qui est ici, réduction du bruit, et en sélectionnant cette zone, je vais essayer de fabriquer un signal synthétique qui prononce la phrase que j'ai sélectionnée. Et alors on peut imaginer que dans ce type de situation, on ait envie de modifier la durée. C'est-à-dire on a envie que la voix, tout en gardant son naturel, dure plus ou moins longtemps. Mais on peut avoir aussi envie de modifier la tonalité. La phrase, par exemple, a été prononcée par une personne source, une femme, et on veut la reproduire avec une voix cible. En l'occurrence, par exemple, un homme. Et donc, il y a un certain nombre de modifications qui doivent être faites et qui ne sont pas dans, évidemment, le contenu sémantique du texte qui a été prononcé, mais effectivement dans la tonalité, dans la façon de produire le son, avec un certain type de conduit vocal, par exemple, le conduit vocal d'une femme, ou le conduit vocal d'un enfant, ou le conduit vocal d'un homme. Alors, maintenant, je vais mettre quelques pointillés, parce qu'il n'est pas question ici de faire de façon exhaustive le détail de tous les traitements possibles, mais il y a aussi la reconnaissance. La reconnaissance, on va toujours prendre l'exemple de la parole, parce que c'est peut-être celui qui, dans le grand public, est le plus facile à voir et à saisir, mais reconnaître de la parole, c'est tout simplement être capable, à partir de la saisie du son de parole, à travers un microphone, de reproduire un texte qui permet effectivement de, automatiquement, produire le contenu textuel de ce qui a été prononcé par une certaine personne. Il y a évidemment des opérations de classification. J'en ai évoqué une tout à l'heure quand j'ai parlé de classer les sons, mais on peut par exemple en musique avoir envie de classer, à l'écoute par exemple d'un enregistrement de musique, de classer d'une part la partie du son qui correspond à des cuivres, ou la partie du son qui correspond au contraire à des percussions. Ou d'une autre manière, par exemple, on veut séparer, ce qui est une opération très difficile, je dis bien aujourd'hui il y a beaucoup de problèmes en traitement du signal qui sont loin d'être résolus, mais par exemple vous avez un enregistrement qui a été masterisé, comme on dit, c'est-à-dire qu'on a fait le mélange à la fois du son et de la musique, et vous, chez vous, vous aimeriez bien supprimer la parole de manière à ne conserver que la partie musique, éventuellement, pour pouvoir vous chanter sur cette musique-là. Donc ces problèmes-là, qui sont des problèmes dont certains paraissent à l'énoncer en tout cas très simple, sont d'une très grande complexité. Alors devant la diversité et la complexité des traitements, dont je suis loin d'avoir fait ici une présentation exhaustive, il faut des outils. Et les outils, en fait, ce sont des outils évidemment, vous vous en doutez, de nature mathématique, c'est fourni par ce que l'on appelle habituellement donc la théorie du signal. Je vous rappelle à l'ordre un petit peu de ma démarche, il y avait des signaux très divers,
La diversité des signaux nous a conduit à dire qu'il y avait une très très grande diversité des traitements. Et la diversité des traitements nous conduit à dire qu'on a une très très grande diversité des outils nécessaires à effectivement un jour espérer modéliser, transformer, synthétiser, etc. les signaux auxquels on est confronté. Alors, les outils mathématiques, là, on va commencer effectivement par des termes, disons, qui ressemblent plus, disons, à la suite de cours, parce qu'il ne faut pas oublier que la théorie du signal et le traitement du signal peuvent être considérés d'une certaine façon comme un chapitre des mathématiques appliquées. Eh bien, effectivement, on va avoir besoin comme outil d'un outil fondamental des mathématiques qu'on appelle l'algèbre linéaire et la géométrie hilbertienne. Pourquoi? Tout simplement, les signaux sont souvent modélisés comme les vecteurs d'un espace muni d'un certain produit scalaire. La nature de l'espace dans lequel on les plonge, ces modèles-là, d'accord, donne à ces éléments des propriétés géométriques simples. Ils ont en effet des propriétés géométriques. L'archétype des propriétés utilisé en traitement du signal, d'accord, aujourd'hui, dans un certain nombre, disons, d'applications, est certainement le résultat mathématique qui est indiqué en dessous et qui s'appelle le théorème de projection. Nous y reviendrons dans une leçon ultérieure et on verra effectivement qu'un très grand nombre de problèmes de traitement du signal peuvent, dans un contexte de géométrie hilbertienne, être ramenés à la solution, en tout cas, peut être exhibée à travers ce qu'on appelle le théorème de projection. Il y a évidemment une chose dont vous avez largement entendu parler dans le cours précédent, de deuxième année, c'est l'analyse de Fourier. L'analyse de Fourier, c'est quoi? C'est décomposer un signal en une somme de sinusoïdes. À quoi ça sert? Ça sert évidemment à l'analyse des signaux. Quand on part là, supposons on part d'un signal, on le transforme en un autre signal. Cette transformation est bijective. Ça veut dire quoi? Que l'on peut passer de l'un à l'autre et de l'autre à l'un sans rien apporter et sans rien enlever. Alors on peut se demander à quoi ça sert, puisque effectivement le signal de départ contient la même information que le signal d'arrivée. Et la meilleure image finalement pour comprendre à quoi sert ce type de représentation, c'est de dire la chose suivante. En fait, la représentation d'un signal dans un domaine particulier, le temps, les fréquences, ce n'est rien d'autre que regarder le signal sous un certain angle de vue. C'est-à-dire que c'est le même objet qui est regardé. Quand on le regarde en temporel, on le voit de ce côté. Quand on le regarde en fréquentiel, on le voit de ce côté. Et cette façon, effectivement, d'observer le signal sous différentes coutures permet effectivement, éventuellement, de mieux le comprendre, de mieux le traiter, de mieux le compresser, etc. Évidemment, vous l'avez vu aussi précédemment, l'outil de l'analyse de Fourier, c'est aussi un outil pour l'étude des filtres linéaires. Vous vous souvenez en effet que les sinusoïdes jouent un rôle fondamental dans ce que l'on appelle le filtrage linéaire. Alors nous avons vu donc l'algèbre linéaire, nous avons vu l'analyse de Fourier, il y a aussi d'autres théories dont on a besoin, par exemple la théorie des systèmes. Alors c'est quoi un système? En deux mots, c'est extrêmement simple. On a une entrée, on a une sortie, et au milieu il y a une boîte. Et la boîte transforme l'entrée en une sortie. Alors évidemment, là j'ai pris l'exemple le plus simple, c'est celui auquel on se référera beaucoup dans la suite, et qu'on appelle un système linéaire. En quoi ça consiste? La sortie, YN, est une combinaison linéaire des entrées. Vous voyez que ici, je fais contribuer xn, je fais contribuer xn plus 1, je fais contribuer xn moins 1. Alors il faut savoir que la théorie des systèmes linéaires est largement bien comprise. Par contre, les systèmes non linéaires présentent de grandes difficultés et certains problèmes aujourd'hui sont très loin d'être résolus. Alors vous avez vu tout à l'heure, j'ai parlé de sens complexe. C'était lorsqu'on a parlé, je crois, de la parole. Il y avait effectivement la deuxième partie du signal qui avait une nature excessivement compliquée. Et alors vous savez qu'il est difficile de représenter un tel signal par une simple suite déterministe dépendant d'un petit nombre de paramètres connus. Pour bien modéliser, vous allez voir, on y reviendra, mais ça veut dire représenter de façon pertinente, c'est-à-dire utile pour l'application qu'on veut en faire de tels signaux, il est préférable d'utiliser ce que l'on appelle souvent, dans la théorie des probabilités, les processus aléatoires. Modélisation des signaux complexes. Évidemment, la suite de la probabilité, c'est ce qu'on appelle les statistiques.
Et on va avoir besoin non seulement de faire de la théorie des probabilités, mais on aura besoin aussi de faire de la théorie des statistiques. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que, par exemple, sur cet enregistrement qui est ici, qui est un enregistrement de valeurs entre 1950 et 1980, qui semble excessivement chaotique, en fait, c'est pas si chaotique que ça. C'est tout simplement un index climatique. C'est ce que les climaticiens appellent Southern Oscillation Index. Alors, c'est un index de différence de pression mesuré dans le Pacifique Sud. Alors pourquoi les climatologues s'intéressent tant à cette suite? Ben, il semblerait que cette suite, lorsqu'elle prend des valeurs négatives, ben, ce phénomène de valeurs négatives est lié à un réchauffement de la planète. Et on sait aujourd'hui combien ce problème est crucial. Et ce que demandent effectivement les climatologues aux traiteurs de signal, par des outils statistiques, c'est de répondre à la question qui est écrite ici, cette séquence a-t-elle tendance à devenir négative? Et donc les statistiques sont aussi un outil fondamental de la théorie du signal. Évidemment, vous avez compris, tout à l'heure j'ai parlé d'optimisation de risque, optimisation de gain, pardon, maximisation du gain, minimisation du risque, d'accord? Vous avez compris que, qu'on a besoin, souvent, de chercher l'optimum, les extrémas, d'une fonction d'évaluation. Et donc on a aussi besoin en traitement du signal de faire appel à une théorie qu'on appelle l'optimisation. Alors c'est quoi l'optimisation? On peut dire simplement, en une seule phrase, c'est la recherche d'extrémas dans une fonction d'évaluation. Alors évidemment, vous le savez, cette optimisation peut être vue soit sans contrainte, libre, en fait on a juste à étudier les maxima de la fonction, soit on cherche à déterminer ces maxima dans un sous-ensemble bien précis. Autre domaine des mathématiques que le traiteur de signal doit effectivement un petit peu connaître, c'est celui de l'algorithme et la complexité. Alors, qu'est-ce que c'est que l'algorithme de la complexité? Ben, c'est faire d'abord des traitements informatiques qui soient faisables. Et dire que c'est faisable, c'est répondre en fait à deux questions. La première question, c'est recherche d'algorithmes rapides. Ben, pourquoi? Parce que le temps calcul sur un ordinateur, même si aujourd'hui on fait des ordinateurs de plus en plus rapides, d'accord? Eh bien, il reste limité. D'accord? Et donc, il s'agit de trouver l'algorithme le plus rapide. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut en plus que cet algorithme réponde à un souci de récursivité. Alors, la récursivité répond au fait que la mémoire d'un ordinateur aussi est limitée. Même si aujourd'hui, chacun arrive à avoir sur son PC plusieurs gigaoctets de mémoire disponible, il n'empêche que la mémoire est limitée. Et un programme, par exemple, un algorithme, si vous vendez un algorithme, par exemple, qui vous dit effectivement cet algorithme enregistre les données au fil de l'eau, mais a besoin pour les traiter de garder toutes ces données à l'intérieur de l'ordinateur, cet algorithme n'est pas vendable, puisqu'à un certain moment, l'ordinateur va exploser. Donc il faudra trouver ce qu'on appelle une propriété de récursivité qui permet de réduire les données à une dimension qui ne dépend pas du temps d'observation. Alors maintenant, nous allons donner rapidement la définition d'un signal. Donc un signal, c'est une suite indexée par le temps. Typiquement, X, c'est quoi? C'est soit un vecteur appartenant à R puissance D, soit un vecteur aléatoire à valeur dans R puissance D. Dans la suite, pour simplifier, mais ça n'enlèvera rien souvent à la généralité, nous prendrons D égale 1. C'est-à-dire que la dimension de l'espace, R puissance D, sera prise égale à 1. Alors juste pour fixer les idées, on a parlé de signal comme une suite indexée par le temps. Ben, une image, c'est une suite indexée mais par deux indices. Il suffit de regarder ce qui est représenté ici sur la planche. On voit que ici, une image peut être représentée comme le niveau d'intensité lumineuse indexé par l'abscisse petit x du point et l'ordonnée petit y du point. Et donc une image, c'est presque pareil qu'un signal, à part qu'au lieu d'avoir un indice, ça a deux indices. Et vous le savez, il y a un certain nombre de traitements qui vont pouvoir se reproduire de manière mécanique lorsqu'on passe de un indice à deux indices, et puis d'autres non seront spécifiques au 2D. De la même manière, très vite, une vidéo, c'est une séquence d'images. Et donc c'est tout simplement, une vidéo est une suite à trois indices, puisqu'elle est constituée d'une suite d'images indexées par le temps. Donc là, on a trois indices, x, y pour le point de l'image, et t pour l'image qu'on est en train de considérer. Alors x de t, on va pouvoir donc considérer, d'abord vous remarquerez que ici j'ai volontairement mis les deux notations, j'utiliserai indifféremment dans la suite la notation x de t ou xt, d'accord? Et ça veut dire exactement pareil, je le mettrai soit entre parenthèses, soit en indice. Alors on peut considérer 4 cas, soit t appartient au nombre réel, et deux cas sont possibles, soit c'est déterministe et on parle alors
de déterministe à temps continu, soit c'est aléatoire et on parle de aléatoire à temps continu. De la même manière, si T, au lieu d'appartenir à R, appartient à Z, c'est-à-dire aux antirelatifs, eh bien on parlera de signal déterministe à temps discret dans le premier cas, et puis dans le cas aléatoire, de signal aléatoire à temps discret dans l'autre cas. Évidemment, je le répète ici, mais j'y reviendrai, aujourd'hui, la forte tendance, l'immense tendance des traitements se fait à temps discret. C'est-à-dire c'est le deuxième cas qui aujourd'hui, véritablement, est le centre, la base en tout cas, du traitement du signal moderne. Alors je terminerai pour donner quelques domaines d'application pour vous montrer qu'on a vu une variété de signal, on a vu une variété de traitements, on a vu une variété d'outils, et il faut voir maintenant, juste pour avoir un peu les domaines d'application, voir la variété dans le domaine dans lequel on est amené à avoir de tels traitements. Alors évidemment, il y a les télécommunications, on s'en doutait un petit peu, télécommunications, parce qu'effectivement, on se doute bien qu'il y a des signaux qui se propagent lorsqu'on fait de la radiodiffusion, lorsqu'on fait de la téléphonie mobile. Mais il y a aussi l'automobile. L'automobile aujourd'hui est de plus en plus investie par des méthodes de traitement du signal. Par exemple, tout simplement, souvenez-vous, des méthodes automatiques d'anti-blocage des freins, d'accord, ou par exemple d'aide à la navigation. On va aider le pilote à naviguer, à voir, ou avoir par exemple une suspension qui soit mieux contrôlée, ou avoir par exemple un flux de son carburant qui soit mieux adapté à sa vitesse. Évidemment, ce qui est vrai dans l'automobile est aussi vrai dans l'aéronautique et depuis beaucoup plus longtemps, puisque la plupart des avions aujourd'hui, d'accord, sont équipés, mais de moyens très sophistiqués de traitement du signal qui permettent au pilote de voir ce qu'il ne peut pas voir avec ses yeux, d'entendre ce qu'il ne peut pas entendre, etc. Évidemment, vous avez tout le domaine de l'image et du son. Le son, on en a parlé largement, par exemple, de compression de parole, d'extraction de signaux de musique, mais l'image aussi est un domaine qui est très proche du traitement du signal et qui permet effectivement d'avoir des applications, d'accord, comme par exemple ce que l'on voit couramment aujourd'hui dans le domaine effectivement du cinéma, ou les effets spéciaux qu'on construit effectivement à partir de méthodes sophistiquées de traitement du signal. La géophysique, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, c'était l'histoire des séismes qui se propagent. Mais il y a aussi en géophysique des problèmes qui intéressent beaucoup les gens, c'est de savoir s'il y a par exemple du pétrole à telle ou telle profondeur. Et évidemment, il n'est pas question d'y aller. Donc le seul moyen qu'on a de le faire, c'est d'envoyer des ondes sonores qui vont se propager et en remontant à travers les couches terrestres, nous indiquer quelle est la nature des couches rencontrées. Et donc on saura si à cet endroit, il y a du pétrole ou il n'y a pas de pétrole. Évidemment, je l'ai déjà dit, donc je vais aller très vite. Il y a tout ce qui est lié au radar. On va parler donc de télédétection, d'aide à la navigation. On va parler aussi, je l'ai dit, de finance et d'économie. Les traiteurs de signaux sont effectivement, offrent disons, un élément précieux à des gens qui font aujourd'hui de la finance dans les banques et dans les assurances. Il y a la météorologie, effectivement, qui ont de très gros problèmes de traitement du signal, puisqu'ils ont des données, je vous dis, en très très grande quantité. C'est des millions et des millions de gigaoctets qui sont relevés, et donc ces traitements sont souvent très compliqués. Alors pour le dernier item, en fait, j'ai simplement marqué etc. parce qu'il n'est pas question ici, effectivement, de faire là non plus une liste exhaustive de tous les domaines d'application industrielle où l'on rencontre du traitement du signal. Alors pour les exercices et les renseignements, consultez la page internet du site de Netuno et cliquez sur MedNetu.